Et juste avant la pause, un point d'actualité sur la transition énergétique de la mobilité logistique avec Anne-Claire Baucher, responsable du pôle mobilité durable de GRDF Île-de-France, Mathieu Renaudin, directeur communication, coordination et relations institutionnelles d'Isivia, et Florian Mohan, directeur de la transition énergétique de Bolloré Énergie, et toujours à la modération, Jacques Paquier. On peut vous applaudir. Absolument. Et donc, on va poursuivre... je vous en prie, asseyez-vous. Je vais me mettre ici. On va poursuivre dans une forme de linéarité assez grande, puisqu'on a parlé de vous tout au long de ces débats précédents. Et donc, c'est une table ronde qui traite finalement de l'alimentation comme de l'énergie utilisée par la logistique comme vecteur de décarbonation. Mathieu Renaudin et Hélène Badian en parlaient. Vous êtes directeur de la communication, coordination et relations institutionnelles d'Isivia, une filiale d'EDF qui a, vous allez me corriger si je me trompe, mais pour mission essentielle, principale, d'installer des installations de recharge pour véhicules électriques, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les poids lourds qui nous concernent plus spécifiquement aujourd'hui. Comment vous avez écouté toutes les questions qu'on a abordées, et puis racontez-nous un peu votre cahier des charges en Ile-de-France et comment vous êtes un acteur majeur de cette transition énergétique. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis chez Isivia, qui est la filiale mobilité électrique du groupe EDF. Donc on opère aujourd'hui à peu près 33 000 points de charge pour les véhicules électriques. C'est essentiellement aujourd'hui des points de charge pour les véhicules légers. 33 000 en Ile-de-France ? Non, 33 000, pardon. Ça me semblait beaucoup. En France. J'ai pas le chiffre exact pour l'Île-de-France, mais voilà, je vous donne le chiffre global. Et voilà, donc c'est vrai que le marché a connu une forte dynamique ces dernières années sur le véhicule léger, et c'est en train d'arriver aujourd'hui pour le poids lourd. Donc on accompagne les clients transporteurs, logisticiens qui ont commandé des camions électriques. On a des partenariats avec les principaux constructeurs, que ce soit MAN, Renault Trucks, etc., pour apporter des solutions de recharge qui correspondent au cas d'usage de chaque transporteur. Et effectivement, il faut savoir faire du sur-mesure, encore plus sur le poids lourd, puisque en fonction du temps de stationnement que le camion va passer au dépôt, il va falloir choisir un certain niveau de puissance, un certain nombre de points de charge, et on essaye également de proposer des solutions innovantes, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, de smart charging pour aller charger les camions aux heures où l'électricité est la moins chère. Autrement dit, vous installez des stations à domicile, j'allais dire, pour les entreprises, des stations privées, quoi. Oui, alors pour l'instant, la demande vient essentiellement de logisticiens qui effectivement ont besoin de solutions de recharge au dépôt, dans leur zone logistique. Donc c'est principalement ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est effectivement des bornes privées, quoique si certains le souhaitent, ils pourraient les ouvrir techniquement à des tiers qui seraient dans la zone logistique et qui voudraient profiter de leurs bornes, et ça permettrait d'ailleurs de les rentabiliser. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt des usages privés, sachant qu'on travaille également pour déployer d'ici début de l'année prochaine des hubs de charge pour l'itinérance, donc plutôt pour des plus longues distances. Mais c'est vrai que le marché aujourd'hui sur les poids lourds qui s'électrifient, pour les contraintes qui ont été évoquées, c'est en général quand même plutôt pour des tournées de moins de 300 km, parce qu'évidemment ça va rassurer les logisticiens de savoir qu'ils ont l'autonomie pour faire l'intégralité de la tournée et revenir au dépôt le soir. Oui, je vais vous le demander, c'est combien de temps de recharge pour combien d'autonomie ? Alors, même si c'est des questions, je crois, très évolutives aussi, et ça s'accélère. C'est assez variable. Disons que si on va sur de la recharge ultra rapide, on propose du 400 kW, 500 kW. Ça permet de recharger en moins d'une heure un camion électrique. Les camions ont aujourd'hui des batteries de l'ordre en moyenne de 350-400 kWh. Voilà. Et donc c'est typiquement ce genre de chargeur qu'on va utiliser dans les hubs pour l'itinérance, parce que là, l'idée, c'est de faire coïncider la recharge avec la pause réglementaire du chauffeur de 45 minutes. Au dépôt, en fait, ce que je vous disais, c'est qu'on s'adapte au cas d'usage, parce que, par exemple, pour prendre un exemple concret,
On a un client avec qui on a signé, qui est un des gros logisticiens, XPO, pour qui les camions restent plus de 14 heures au dépôt. Et donc là, en fait, c'est largement... En fait, on n'a même pas besoin de charge ultra rapide. En fait, de la charge accélérée suffit. 43 kW, c'est des chargeurs beaucoup moins chers, des bornes 10 fois moins chères, et qui vont permettre en 5-6 heures de recharger le camion. Et donc c'est là où on voit qu'entre le temps de stationnement du camion sur ce cas d'usage, le temps de stationnement 12 à 14 heures et le temps dont on a besoin pour la recharge, on peut aller placer ces 5 ou 6 heures aux heures les moins chères de la nuit. Et vous le savez sans doute, hein, quand on regarde les prix de l'électricité sur le marché, il y a des écarts considérables. Le prix spot de l'électricité, il dépasse les 100 € du mégawattheure, souvent à 18 heures, ce qu'on appelle la pointe du soir, surtout en hiver, avec le chauffage électrique. Et à certaines heures de la nuit, les prix sont parfois proches de zéro, notamment quand il y a beaucoup de renouvelables intermittents qui arrivent dans le système, beaucoup d'éoliens, et peu de demandes. Et donc aller chercher ces heures les moins chères, quand on parlait de coût de possession, coût total de possession d'une flotte, de TCO tout à l'heure, c'est vraiment un moyen qu'on a testé et qui fonctionne pour réduire drastiquement le TCO et accélérer les années pour rentabiliser l'investissement. Hélène Badia disait que l'électromobilité, la transition vers l'électromobilité est moins rapide que ce qu'on avait parfois anticipé. Comment vous regardez cette trajectoire et quels sont vos objectifs ? Vous avez des objectifs importants de maillage en Île-de-France ? C'est effectivement... il y a eu un tassement depuis à peu près 12 mois. On voit que là, il semblerait que l'objectif posé par l'Union européenne, fin des moteurs thermiques, là je parle pour les véhicules légers en 2035, risque d'être assoupli, sous la pression notamment de l'Allemagne. Donc ça, c'est effectivement un point un peu négatif par rapport à la dynamique d'électrification. Et on le constate, néanmoins, il y a quand même de plus en plus de véhicules électriques. Hélène le disait, de 2,2 millions de véhicules électriques dans le parc. On pense quand même que d'ici 2035, il pourrait y en avoir entre 12 et 16 millions. Donc je pense que la dynamique, elle est irréversible. Après, elle aura peut-être quelques coups de frein. Et ça, sur les véhicules légers. Sur les poids lourds, on ne ressent pas du tout de frein. Au contraire, ça va plus vite que ce qu'on escomptait. Alors c'est le début, je crois qu'il y a eu 500 immatriculations de véhicules poids lourds électricité au premier semestre, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment le début et on part de 98%, 97% du parc qui est au diesel. Donc il y a tout à faire encore. Mais pour le coup, nous on ressent au niveau commercial beaucoup de demandes et c'est vrai que c'est aidé aussi par des mécanismes d'aide qui ont été évoqués sur des aides à l'achat sur les poids lourds qui peuvent représenter 50 à 60 000 € par camion. Donc même si le camion il coûte effectivement beaucoup plus cher, 250 000 €, ça permet quand même de réduire le coût. Ça, plus le coût d'usage, si on arrive effectivement à recharger beaucoup moins cher que l'usage diesel, ça permet d'être compétitif en fait. Ce sont des aides de l'Europe ou Alors sur l'achat des camions, c'est des certificats d'économie d'énergie, donc c'est financé par les énergéticiens comme EDF d'ailleurs. EDF est un des premiers financeurs du dispositif, et donc ça se traduit par une subvention que le constructeur de poids lourds va ristourner dans son prix. Et sur les bornes de recharge, il y a aussi des mécanismes d'aide. Certains sont européens, notamment pour les bornes en itinérance sur les principaux axes routiers définis par la Commission européenne. Et puis en France, il y a un programme spécifique qui s'appelle Advenir, qui permet d'aider sur les bornes au dépôt. Et demain d'ailleurs aussi sur l'itinérance. Parce que Bruce Eglehout le disait, l'électricité c'est la solution la plus chère, comme ça, facialement, avant les aides. Alors, la plus chère à l'achat, ce que j'ai compris. Mais si vous intégrez le coût d'usage, qui est quand même bien inférieur aux autres énergies, en tout cas au diesel, on arrive à avoir un TCO compétitif, même sur des cas d'usage qu'on a vu chez nos clients au bout de 4-5 ans. Donc voilà, et c'est ça que regarde en fait, un transporteur, c'est si il a un contrat de 5 ans avec son chargeur, avec le donneur d'ordre, est-ce que dans ces 5 années, ça peut justifier le surcoût à l'achat parce qu'il sait que sur la partie énergie, sur la partie usage, il va gagner. Et un autre élément qu'on n'a pas signalé, mais qui est quand même assez spécifique à l'électricité, c'est qu'on peut aujourd'hui, auprès d'énergéticiens, notamment auprès d'EDF, avoir un prix d'électricité, un contrat d'achat d'électricité avec des prix garantis jusqu'à 5 ans. Donc ça permet quand même de garantir un prix de livraison
qui peut être connu pour les 4-5 prochaines années, en ayant à la fois un contrat de fourniture d'électricité avec des prix fermes, fixables, hein, jusqu'à un horizon de 5 ans, plus des solutions que j'évoquais qui permettent d'aller chercher, en fait, d'aller avoir un contrat encore plus compétitif parce qu'on va aller se charger aux heures les moins chères. Mais ça, c'est plutôt pour les gros ou ça peut être aussi de toute taille? Non, ça peut être pour n'importe quel transporteur. Il peut demander, il peut avoir accès à ces offres. Alors, en l'occurrence, les offres de fourniture d'électricité, elles sont accessibles même à des petits, même à des PME. Voilà. Merci infiniment. Florian Morand, vous êtes donc directeur de la transition énergétique de Bolloré Énergie et vous allez nous parler de colza, de Coolza 100, donc, qui est un carburant à base de colza, ou de Dizipur HVO, qui est à base d'huile usagée. Et vous me disiez en préparant cette matinée qu'un des avantages comparatifs et compétitifs de vos solutions, c'est qu'elles ne nécessitent pas de transformation. Si j'ai bien compris, mon poids lourd diesel peut fonctionner avec vos carburants. Expliquez-nous comment Bolloré Énergie intervient et participe à cette trajectoire de décarbonation de la mobilité, notamment en Ile-de-France. Absolument, bonjour à tous. Donc, je suis Florian Mande, moi je suis directeur de la transition énergétique chez Bolloré Énergie. Et donc Bolloré Énergie, on distribue notamment des carburants alternatifs, parce qu'on a beaucoup, les sujets ont été un peu évoqués dans les carburants alternatifs, c'est tout ce qui va être alternatif au diesel. Et donc dans cette grande famille des carburants alternatifs, vous avez les biocarburants. Et aujourd'hui, il y a deux biocarburants, donc carburants liquides bas carbone, qui sont très présents sur le marché. C'est le carburant B100, qui est lui qui est produit à partir de colza. Et ce colza, en fait, si on voit un peu l'histoire de ce produit, c'est vous prenez les champs de colza, il va être ramassé, il va être trituré, c'est-à-dire écrasé. Vous avez une partie qui va partir pour l'alimentation d'élevage, et cette huile qui va être récupérée, il y a une très grande partie qui va partir pour l'usage alimentaire, donc l'huile de colza, et vous avez 20% qui va partir pour la création de biocarburants. Voilà. Donc avec cette huile, vous la faites un peu réagir. Vous avez un carburant de colza qui permet de lui de réduire jusqu'à 60% les gaz à effet de serre et de 30% les particules fines. Donc ça, c'est le premier carburant liquide bas carbone que vous allez trouver sur le marché. Vous avez un second carburant liquide bas carbone qui est le HVO. Le HVO, c'est une autre typologie de biocarburant. C'est un carburant qui est produit à partir d'huile usagée, à partir d'huile industrielle. Et là, par un bioraffinage, vous allez en créer un diesel de synthèse. Donc, ce n'est pas une huile comme le B100, c'est vraiment un diesel qui va être reconstitué. Donc, je n'ai pas d'échantillon, c'est dommage, mais si vous le voyez en sortie de raffinage, ça ressemble à de l'eau, en fait. C'est un produit extrêmement pur, et c'est un produit qui va permettre de réduire jusqu'à 90% les gaz à effet de serre. Et donc, pourquoi nous, on croit en ces biocarburants, pourquoi on pense que c'est une solution qui a sa place dans la décarbonation? C'est parce qu'en fait, c'est des carburants qui permettent de réduire, comme j'ai dit, les émissions de GES de manière immédiate. On en parlait beaucoup, on a beaucoup de clients transporteurs qui ont des besoins immédiats, on a des donneurs d'ordre qui ont pris des engagements de décarbonation qui sont extrêmement forts. Et alors, il y a plein de solutions qui existent, mais nos clients nous disent, mais comment on fait pour immédiatement moi, si je veux participer à cet appel d'offres, je dois prouver immédiatement que je vais réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, il n'y a pas tellement de solutions qui le permettent de le faire à très court terme. Les carburants liquides bas carbone permettent de le faire. Et ça, voilà, c'est une solution qui est immédiate et qui ne demande pas d'adaptation de moteur, qui ne demande pas d'adaptation dans le stockage et finalement qui bénéficie déjà de tout le maillage et de toute la logistique pour les produits, les carburants finalement conventionnels. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. On les trouve facilement, ces carburants. Et puis dites-nous un mot, si vous voulez bien, de leurs tarifs et puis des questions de taxation, puisqu'on en parlait, je crois, soit de taxation des autres carburants qui rendraient plus compétitifs ceux qui, dans votre offre, demeurent peut-être moins compétitifs. Expliquez-nous un petit peu ce sujet qui est important. Là, c'est la magie de la réglementation. On est sur deux carburants qui réduisent les gaz à effet de serre, mais qui pour autant ont des fiscalités très différentes. Mais si on schématise simplement, aujourd'hui, vous avez le carburant, le B100, qui est lui, globalement, coûte le même prix que le diesel conventionnel. On est sur Ça, c'est du colza. Ça, c'est le colza, le B100. Et vous avez le HVO 100, donc le produit à partir d'huile de synthèse, qui est lui à quelques centimes plus cher
que le carburant conventionnel. Et donc ça, c'est la photographie à l'instant T. Et vous savez, dans 2027, il y a une nouvelle réglementation qui va être en vigueur, c'est ce qu'on appelle l'ETS2, donc Emission Trading System 2. C'est en fait les quotas carbone qui aujourd'hui sont plutôt sur le maritime, le fluvial et la grande industrie. Et aujourd'hui, il y a un nouveau marché en 2027 qui va se mettre en place, qui va concerner le bâtiment, le transport et la petite industrie. Et donc ces quotas carbone, c'est finalement une nouvelle taxe qui va s'ajouter sur tous ces produits carbonés. Et donc la chance de ces produits bas carbone, c'est qu'aujourd'hui, cette taxe, dans le modèle de calcul de cette taxe, vont être moins impactés que le. Et ça, c'est à partir de quand ? C'est à partir de 2027. Donc c'est déjà en place. Aujourd'hui, c'est les tests qui sont à blanc, où chaque fournisseur d'énergie fait sa propre déclaration de tous les produits qu'il vend et doit déclarer et surveiller ses émissions. Et à partir du 1er janvier 2027, vous aurez cette taxe qui va être mise en place. Merci infiniment. Un mot du maillage. On trouve où ces carburants ? Alors aujourd'hui, le maillage, vous le trouvez sur tout le territoire. Encore une fois, on a deux photographies. On a un B100 qui est un produit 100% français. Donc vous allez le trouver qui n'existe fiscalement que sur la réglementation française, mais nous on le distribue sur tout le territoire français. Et vous avez le HVO qui est un produit un peu plus international, puisque lui, il est présent dans de nombreux pays européens. Donc voilà, donc vous avez un maillage. Si vous êtes au HVO, demain vous voulez décarboner, mais vous faites vous allez France-Pologne, vous pouvez faire un voyage, partir à minima chargé en HVO. En Pologne, s'il y en a, repartir en HVO, c'est des carburants qui sont miscibles. Voilà, donc c'est un maillage plus européen. Merci beaucoup Anne-Claire Baucher, vous êtes responsable du pôle mobilité durable de GRDF Île-de-France. Vous allez nous parler du gaz, des biogaz comme solution de décarbonation. Là aussi, je crois que le maillage est très complet en Île-de-France. Et puis vous nous parlerez des avantages comparatifs, sans doute, de ces carburants au biogaz. Et puis peut-être aussi un peu de la directive CO2, du règlement CO2 européen, contre lequel Valérie Pécresse fulmine quand elle en parle, puisque c'est une disposition qui est censée interdire la vente des moteurs thermiques à horizon proche. Vous allez nous expliquer tout ça avec des clauses de revoyure et avec des contradictions apparentes. Merci Jacques pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, avant de vous répondre, Jacques, je voudrais reprendre un chiffre que Thomas a dit ce matin. C'est le secteur du transport, c'est 30% des émissions de CO2 en France, en Île-de-France. Et un deuxième chiffre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quel est le pourcentage d'immatriculation de poids lourds au diesel depuis début 2025 ? Eh bien, c'est 90%, toujours 90%. Donc, ça veut dire qu'il est urgent d'agir, de décarboner notre mobilité, et que pour ça, aujourd'hui, c'est une belle représentation, je trouve, puisqu'on a tous les carburants et que la seule solution pour y arriver, ça va être de se baser sur un mix énergétique. Et ça, ce n'est pas les fédérations de transporteurs qui diront le contraire, puisque, comme Bruce l'a dit tout à l'heure, il faut avoir un panel dans son mix quand on est transporteur aujourd'hui. Alors, pour revenir au bio-GNV ou au biométhane, comme on l'appelle, c'est un gaz vert qui est 100% renouvelable. Il est fabriqué dans des méthaniseurs. Les méthaniseurs, c'est des espèces de yourtes qu'on voit dans nos campagnes ou aussi plus proches dans nos villes. Et ça consiste à dégrader de façon organique des déchets organiques, des déchets agricoles, des bouts de stations d'épuration, des biodéchets qui sont issus de nos poubelles, puisque c'est toutes les épluchures, par exemple, qu'on va produire. Et donc, à partir de tous ces déchets, on va faire du gaz vert qui va être injecté dans le réseau. Des bouts d'épuration aussi, oui, je crois. Des bouts de stations d'épuration. Donc, c'est des déchets des territoires, en fait. Donc, le bio-GNV, c'est finalement un gaz qui a un bilan environnemental qui répond à 3 enjeux. Il réduit les gaz, les émissions de CO2, puisqu'il permet de réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport au diesel. Il réduit les émissions de polluants. Et puis, il réduit aussi le bruit, puisqu'il fait 2 fois moins de bruit que le diesel. Donc, à la fois en tant que carburant qui améliore la qualité de la vie et les qualités atmosphériques et le climat. Donc voilà, il répond à ces 3 enjeux-là.
et il est local, puisque la plupart du temps, il est produit en périphérie des villes et il va servir à alimenter les bus, les bennes à ordures ménagères qui circulent localement. Vous citiez Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilité. Île-de-France Mobilité, c'est 3000 bus au biométhane aujourd'hui qui circulent en Île-de-France. Et la moitié du biogaz qui les fait tourner, c'est du gaz issu des méthaniseurs d'Île-de-France. Voilà. Oui, et puis je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il est aussi beaucoup plus vertueux qu'on ne le dit parfois, dès lors qu'on considère l'ensemble du cycle de vie du produit et qu'on ne mesure pas la pollution seulement Oui. au pot d'échappement. Oui, alors vous avez raison, Jacques. Donc ça va nous amener aussi un peu au règlement CO2. C'est que quand on parle climat, on parle donc émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est ce qui va influer sur le climat et qui aujourd'hui provoque ce qu'on voit de plus en plus, des canicules, des tempêtes, etc. Et le CO2, c'est pas le CO2 qui est émis au pot d'échappement qui compte, c'est le CO2 qu'on émet partout dans le monde sur la planète. Et donc aujourd'hui, ça fait sens de regarder les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, surtout le cycle de vie d'un produit. Donc là, pour notre cas, d'un véhicule. Et quand on regarde les émissions de CO2, quand on construit un véhicule, quand on l'utilise sur la durée de sa vie, quand on prend en compte aussi comment a été produite l'énergie, parce que l'énergie aujourd'hui en France, l'électricité, elle est produite à partir d'énergie nucléaire, mais si on regarde nos voisins, c'est à partir de gaz, donc c'est pas une énergie qui est complètement décarbonante non plus. Donc quand on prend ça et la destruction du véhicule, on se rend compte que on a des émissions de CO2 en cycle de vie, et dans ces cas-là, c'est pas moi qui le dis, c'est Carbone 4, les émissions d'un véhicule au bio-GNV sont comparables à celles d'un Valérie véhicule. Pécresse ironise sur les panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine Oui. et qui ont un bilan carbone qui n'est pas favorable. Oui. Si on prend en compte le transport Voilà. et compagnie. Quoi. Et donc ça m'amène au règlement CO2. Alors je vais essayer de ne pas être trop technique, mais le règlement CO2 aujourd'hui, c'est un règlement européen qui s'applique aux véhicules légers, comme le disait Mathieu, et aux véhicules lourds. Et ce règlement CO2, aujourd'hui, il prévoit de réduire les émissions de CO2, en gros, de la mobilité, ce qui est très bien. C'est un objectif qu'il faut qu'on suive et qu'on atteigne surtout. Le problème, c'est qu'il fixe un objectif de solution aujourd'hui, et ça, c'est pas une bonne chose, parce qu'il faut laisser le plus de solutions possible. On l'a dit tout à l'heure en introduction. Et aujourd'hui, le règlement CO2, il résonne au pot d'échappement, en mesurant les émissions de CO2 au pot d'échappement. Et donc, il ne prévoit de décarboner qu'avec des solutions élec et hydrogène. Et on voit bien, si on fait ça, on n'a pas le luxe d'attendre, on n'a pas le temps d'opposer toutes les énergies. Et donc l'idée aujourd'hui dans ce règlement CO2, c'est de permettre la réintégration des biocarburants, comme le disait Florian tout à l'heure, et du bio-GNV pour permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, il y a un contexte qui est quand même plus favorable. Ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est qu'on a eu quand même des fédérations d'équipementiers, de constructeurs de véhicules qui ont dit à Ursula von der Leyen qu'ils n'atteindraient pas les objectifs fixés pour les véhicules légers et qui souhaitaient l'intégration de tous les carburants qui permettent de décarboner. Et ils voulaient aussi réouvrir le sujet de la mobilité lourde, puisque là encore, on sait qu'on va avoir du mal à atteindre nos objectifs. Quelles sont les échéances pour cette clause de revoyure ? Alors, la clause de revoyure pour les véhicules particuliers, c'était 2026, et là, c'est acté que ce sera plus tôt, ce sera cette fin d'année, vu l'urgence dans laquelle sont les constructeurs. Pour les Qu'est-ce qui véhicules, aura lieu en fin d'année ? C'est-à-dire la clause de revoyure qui permettra de repousser des véhicules légers, pour reporter elle est l'échéance. anticipée. Alors, c'est pas pour reporter, je sais pas, on ne sait pas, pour assouplir les règles, pour faire intervenir. Assouplir, mais pas reporter. Par exemple, aujourd'hui, un véhicule hybride rechargeable ne pourra plus être vendu en 2035. Ça, c'est la réglementation actuelle. Une des pistes poussées par les Allemands, ça serait de laisser la possibilité d'avoir quand même des véhicules hybrides rechargeables, voire d'autres technologies hybrides qui soient encore autorisées à la vente en 2035. Mais en 2035, on révise en même temps, il n'y aura plus de vente de moteurs thermiques pour les véhicules légers. Ça c'est pas discuté. Ou ça aussi, c'est discuté ? C'est discuté aussi. Et pour les poids lourds, c'est quoi l'échéance ? Juste pour qu'on ait un peu en tête pour les poids lourds, c'est une année plus tard. Donc la clause de revoyure, elle est prévue en 2027.
Et là, il est question de l'anticiper, elle aussi, en 2026. Donc c'est Là des aussi, sujets pour assouplir son entrée en vigueur de Alors- l'interdiction qui est prévue quand à ce stade? Alors pour le règlement CO2 poids lourd, ce qu'il prévoit, c'est pas complètement une interdiction des véhicules thermiques, c'est une réduction des émissions de CO2 par rapport à 2019. Et donc il prévoit moins 45% en 2030, moins 65% en 2035 et moins 90% en 2040. Sur les véhicules vendus, n'est-ce pas? Sur les véhicules vendus, exactement. Voilà, donc en gros, il faut qu'on arrive à agir sur ce règlement CO2. Et puis, pour ça, on a besoin de tous les institutionnels, hein, les collectivités, les régions, les fédérations qui sont très actives. Et on peut effectivement citer en Île-de-France, comme vous l'avez fait, Jacques, tout à l'heure, Valérie Pécresse, puisque elle a tracé une trajectoire, hein, pour l'Île-de-France, qu'elle a inscrite dans un plan des mobilités dont on parlait un peu tout à l'heure, qui prévoit 70% de bus au bio-GNV, 30% à l'électrique pour toute la flotte d'Île-de-France Mobilité, et dans l'intervalle de l'utilisation d'HVO sur les bus diesel pour décarboner dès 2025-2026. Et puis, elle prévoit aussi 20% de poids lourds au bio-GNV en 2030. Donc, la trajectoire, elle est très claire, hein. Ça veut dire faire 60 stations aussi publiques de bio-GNV en plus. Donc, on parlait de dynamique tout à l'heure, hein. Pour le bio-GNV, on a un réseau d'avitaillement en France qui est de 700 stations en tout, hein, si on prend les privés et les publics, et 150 en Île-de-France, donc 40 publics. Et l'objectif, c'est d'être à 100 en 2030. Voilà. Merci infiniment. Y a-t-il des questions, en sachant qu'elles vont s'exercer au détriment de la pause, mais c'est une façon très désagréable d'introduire les questions. C'est traître là, Jacques. Alors GRDF, je me permets parce qu'on travaille déjà beaucoup sur la méthanisation. Donc mes deux questions vont être plutôt pour Bolloré Énergie et pour Isivia. Alors première question sur, on a parlé d'HVO beaucoup. HVO, vous l'avez dit, c'est une filière internationale, etc. Mais on commence à avoir de la production en France et on va en avoir en Ile-de-France avec Grand Puy notamment. Je voulais juste savoir si vous constatez une concurrence d'usage de la demande. On a parlé d'Île-de-France Mobilité qui va vouloir en acheter. Ce qu'on a constaté, c'est sur les groupes électrogènes des data centers qui misent beaucoup là-dessus. Et je me suis permis un petit exercice sur un projet de data center de 240 MW en Seine-Saint-Denis qui va prendre 2% de la capacité de production de Grand Puy. Donc là, la question, c'est est-ce que vous constatez ça? Et enfin, au moins une concurrence là-dessus qui était d'abord un biocarburant qui était réservé pour l'aviation. Et donc là, on voit aussi un autre secteur, juste le secours des groupes électrogènes pour les data centers. Deuxième question pour Isivia. Vous avez parlé de recharge intelligente. Le fait qu'on rajoute de plus en plus de batteries par les véhicules, est-ce que vous... Enfin, je sais que vous travaillez là-dessus, mais sur le V2G, le Vehicle to Grid, Hélène Badia a parlé de la nécessité de stockage d'électricité, de fait de consacrer Porcheville à des batteries stationnaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer maintenant les futurs parcs de véhicules de poids lourds électriques comme des futures zones de stockage, ou en tout cas qui rendent des services au réseau? Parce que plus on en rajoute, plus ça fait de la capacité. Là, je pense qu'on va même parler en gigawattheure, voire en gigawatts même de puissance disponible, et que aussi ça serve notamment les jours où la flotte ne circule pas, etc. Très clair. On va prendre toutes les questions, comme ça on va sauvegarder le temps de boire un café. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas vraiment une question en fait, c'est juste pour on se rendre compte qu'un transporteur à qui on demande de prendre des produits dans son dépôt logistique ou chez le donneur d'ordre et de les amener dans Paris ou quoi que ce soit, de les livrer à telle heure, tel endroit, telle chose, pour pouvoir engager une transition énergétique, une transition écologique, une transition de ce qu'on veut, doit se demander s'il prend du HVO qui a une fiscalité différente, qui est produit en France ou pas en France, du B100 produit en France ou quoi que ce soit, de l'électricité, du gaz naturel, du hybride, du machin. Et il doit en plus prendre une feuille Excel qui est grande comme la pièce pour savoir si dans 3 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, si le donneur d'ordre continue à faire confiance, peut lui permettre de financer ça. Et après, il va se tourner vers sa banque en disant, voilà, j'ai ça, comment on fait pour arriver à la sensée? Et c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne aussi, que dans la transition énergétique, c'est super important. On lui demande juste de transporter. Et finalement, il doit se transformer exactement comme un financier pour pouvoir se projeter dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, et voir où ça en va. Et en plus, avec l'Europe qui, et heureusement, rechange et rebat les cartes. Voilà, c'était juste ça. Merci. Parfait. C'était pas une question, mais c'était très, très clair. Alors, je vous en prie, répondez s'il vous plaît à Thomas. Effectivement, là, on constate sur déjà le HVO, parce qu'il y avait ce point sur l'aviation, sur les oppositions d'usage, sans rentrer trop dans la technique. Quand vous faites en fait, c'est des coupes de raffinage.
Donc en fait, quand vous faites du SAF, donc du Sustainable Aviation Fuel, donc le carburant bio pour l'aviation, vous pouvez produire du HVO et vous pouvez choisir de produire plus ou moins du HVO. C'est une espèce de coproduit finalement du SAF. Donc aujourd'hui, on a une forte demande, on a une augmentation très importante des biocarburants. Comment la part va, dans quelques années, comment ça va se répartir? Je ne sais pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les industriels, les bioraffineurs, mettent en place construisent des raffineries de plus en plus importantes. Les capacités de sourcing de matières premières s'améliorent. Donc on optimise ça pour répondre de plus en plus en fait, à des demandes qui sont importantes. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème on n'a pas de problème de concurrence. Il est évident que dans toute la panoplie des solutions de décarbonation, à un moment, l'équilibre va se faire et finalement, il y a des énergies qui seront plus pertinentes pour certains usages, plus pertinentes que d'autres. Voilà. Mais chacune auront leur place, en fait, ça va s'imbriquer. Voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas de tension sur cette production de HVO et c'est disponible sur tout le territoire. Sur le stockage, dans les poids lourds Alors, vous avez raison, sur le stockage, les véhicules électriques sont une partie de la solution pour apporter de la flexibilité au système. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même quand il y aura 12-16 millions de véhicules électriques en France, ça va générer une demande supplémentaire d'électricité, mais pas forcément de demande supplémentaire à la pointe. Voilà, il y a déjà de la flexibilité très simple avec un simple signal tarifaire pour inciter les gens, par exemple, à charger la nuit ou en milieu de journée. Et ce que vous évoquiez, le V2G, la véhicule to grid, c'est la capacité effectivement de la batterie à restituer de l'électricité au réseau au moment où il en a besoin, pour recharger plutôt aux heures creuses. Donc ça fonctionne, on le fait aujourd'hui avec une petite dizaine de clients. C'est encore un petit peu anecdotique aujourd'hui parce que c'est une filiale qui s'appelle Drive, une filiale spécialisée d'EDF dans le smart charging qui a développé cette techno et cette capacité. C'est également eux qui ont cet algorithme qui permet de faire le pilotage intelligent que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça marche aujourd'hui, ça ne marche pas encore sur tous les véhicules, ça va bientôt être le cas avec les véhicules qui arrivent en circulation, et ça ne marche pas encore avec toutes les bornes, mais là aussi il y a des règlements européens qui font que ça va s'accélérer, donc bientôt je pense que le véhicule to grid pourra être mis en place pour des véhicules qui restent stationnés longtemps, et on pourra vider la batterie et la recharger aux heures les moins chères. Ah oui, parce que question idiote, moi je serais pas content si on me vide ma batterie pendant que je dors. C'est ce que... Voilà, vous avez une rémunération parce que j'ai rien dit. D'ailleurs, voilà, tout à fait. Vous pouvez effectivement retirer une rémunération. D'ailleurs, Drive a été certifié par RTE. Donc on peut rendre ce service, on rendra ce service à RTE demain, ce service système, et on sera rémunéré pour ça. Donc ça fonctionne. Après, je pense qu'il y a quand même, du point de vue des transporteurs, déjà ils veulent être rassurés sur le fait que c'est une nouvelle technologie électrique et que leurs camions seront bien chargés à 100% à 6h du matin quand ils démarrent leur tournée. Donc après, quand on va leur expliquer qu'on peut vider leur batterie en milieu de la nuit pour la recharger à 4h du matin, etc. Bon, il y a aussi, il faut y aller progressivement. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le gros des gains, on le fait déjà avec le V1G. C'est-à-dire qu'avec le smart charging simple, où on ne va pas s'amuser à vider la batterie, mais simplement la charger au bon moment, c'est déjà l'essentiel, en termes économiques, l'essentiel du gain, on le génère là. Ça, c'est faisable dès maintenant. Merci beaucoup, on peut vous applaudir bien fort. Et une courte pause, et simplement, c'est important pour ceux qui vont nous quitter pendant cette pause de bien restituer votre badge de sécurité. Profitez de cette courte pause, et puis juste après, donc, nous aurons l'intervention de la Segariste, GSE et d'Aro Paport.